Bonjour à tous et bienvenue à votre émission d'Hebdo4 d'informations locales et régionales. Voici la programmation pour notre édition du 13 octobre. La nouvelle image de la Fondation Santé Baie des Chaleurs, la 13e édition du colloque en ressources humaines, la table de concertation féministe Gaspésie-les-Îles lance une nouvelle série de balados, une plateforme d'accompagnement pour les adolescents et la ruche avec leur financement participatif. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec Amy Chloé Bernard, directrice générale à la Fondation Santé Baie des Chaleurs, qui nous présente leur nouvelle image. Bonjour Amy. Bonjour. La Fondation Santé Baie des Chaleurs vient de célébrer son anniversaire. Oui, absolument. La Fondation a été créée en 1989. Donc, on fête cette année le 35e de la Fondation Santé Baie des Chaleurs. Toujours la même mission et toujours plein de donateurs pour nous. Qu'est-ce que vous avez fait pour souligner le 35e anniversaire? La semaine dernière, on a fait un cocktail de reconnaissance de nos partenaires et donateurs. Donc, on en a profité pour lancer notre nouvelle image de marque. Okay. Donc, nouveau logo, nouvelle couleur. On a gardé le même slogan parce qu'on trouvait qu'il était encore bien d'actualité. On en a profité également dans notre changement d'image pour refaire le site web. Donc, avec nos nouveaux objets promotionnels, on a décidé de tout inclure dans notre site web. Donc, on a une boutique en ligne qui permet aux donateurs, aux gens de la population en général, de se procurer et de porter fièrement nos couleurs. Qu'est-ce qui a inspiré votre nouveau logo puis les nouvelles couleurs? Le nouveau logo, en fait, on voulait sortir de ce qui avait été fait par le passé. Donc, si vous allez voir sur notre site web, vous allez voir l'évolution du logo. Depuis 1989, c'était pas mal le même logo qui avait évolué avec le temps. Donc, un espèce de bonhomme avec des gens derrière. Là, on voulait sortir, aller complètement ailleurs. La symbolique est surtout de revoir le principe de donner pour mieux recevoir ici. Donc, les deux demi-cercles signifie l'aspect de donner et de recevoir. Donc, souvent, on voit les mains comme ça quand on parle de dons. Et puis, le petit plus est l'image de l'impact des dons qui nous permettent d'ajouter un petit plus dans nos équipements, dans la vie des patients. Et puis, la petite symbolique aussi, le plus fait aussi référence à la croix de l'hôpital qu'on voit souvent. Pouvez-vous me parler de vos différents genres de levée de fonds que vous faites? On a la Loto Santé qui est là depuis le tout début, je dirais, qui est pour les employés du RLS de la Baie des Chaleurs. Donc, tous les employés qui travaillent dans la santé, dans notre territoire, peuvent participer à la Loto Santé. Donc, à chaque mois, on fait un tirage. Ils peuvent gagner des prix de 1 000 $. Donc, c'est une activité qui est très appréciée. On a fait la même chose avec entreprise parce que là, les gens de la population voulaient aussi participer à la Loto Santé. À Noël, bien sûr, on a notre activité Éliminer la santé. Donc, les gens peuvent acheter des lumières pour apporter un petit peu plus d'espoir aux patients en santé. Le plus récent achat, en fait, était l'appareil de Sentimag, qui est un appareil qui est utilisé au bloc opératoire pour le traitement du cancer du sein, donc qui permet de trouver les ganglions sentinelles. C'est une acquisition qu'on a pu faire notamment grâce à un don de la population qui a été fait par les Démones de la Baie, qui est un groupe de femmes qui a à cœur de soutenir le cancer. Donc, c'est ce qui nous a permis d'acquérir cet équipement. Vous avez fait une réalisation récemment, c'était une muraille en pédiatrie? Oui, en pédiatrie, ça faisait des années que la murale dans le corridor de pédiatrie était due, si on peut dire. On a fait appel à la fée couleur pour refaire la murale. Donc, on a apaisé un petit peu les couleurs. C'est une belle murale vivante pour les enfants. La Maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs est un de nos partenaires. Donc, on les soutient en accueillant les dons. Les dons de la population transigent donc par la Fondation et leur sont remis par la suite. L'autre organisme qu'on épaule, qu'on a bien à cœur, c'est Bouge pour que ça bouge. Donc, on les soutient et ils nous aident, en fait, dans notre mission parce qu'eux ont pour mission de faire bouger la population. Donc, en faisant bouger la population, ça prévient aussi souvent les risques reliés à la santé, aux maladies et tout ça. Donc, c'est important pour nous de prévenir aussi.
on guérit avec les équipements, mais c'est aussi important de prévenir. Donc, on les soutient. Eux, ils font bouger les gens en oncologie, en santé mentale. Donc, c'est des projets qu'on a développés avec eux et qui permettent de rayonner dans la baie. Présentement, si on voudrait soutenir la Fondation Santé Baie des Chaleurs, comment qu'on peut faire? C'est possible d'aller sur notre site web, le fondationsantébdc.com, et de faire un don en ligne. Sinon, il est toujours possible de nous appeler ou de venir au bureau de la Fondation qui est situé à l'hôpital de Maria. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Bien, je remercie tous les donateurs. Depuis 35 ans, c'est grâce aux dons qu'on peut continuer notre mission et permettre d'offrir plus aux patients de la Baie des Chaleurs. Merci, Amy. Plaisir. C'est le retour du fameux colloque en ressources humaines de la SADC Baie des Chaleurs. La directrice générale, Lynne Brasseur, nous informe sur cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire, la SADC? La SADC, c'est la Société d'aide au développement de la collectivité de Baie des Chaleurs pour nous, comme on dessert les 2 territoires des MRC Avignon et Bonaventure. Puis c'est quoi votre mission? Bien, la SADC, nous, on a comme mission de stimuler le développement économique, social et environnemental du territoire en concertation avec les partenaires économiques, les entreprises et les individus. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on a des outils pour intervenir auprès des entreprises. Donc, on a des fonds d'investissement, entre autres. On a 2 fonds qui nous permettent d'investir dans les projets des entreprises du territoire, puis ça, à toute étape. Ça veut dire pour soit le démarrage, l'expansion, la consolidation et aussi la relève au niveau d'entreprise. Puis au niveau de ces fonds-là, bien, la particularité de la SADC, c'est que c'est des fonds qui appartiennent au milieu. Ce que ça veut dire, c'est que nous, on ne reçoit plus d'argent du gouvernement pour la gestion de nos fonds. C'est vraiment avec les retours. Donc, quand on investit dans des entreprises et qu'elles remboursent, bien, ces remboursements-là nous permettent de réinvestir dans d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment un fonds qui appartient au milieu. Ça fait combien d'années que vous existez? Nous, ça fait 40 ans cette année que la SADC est là et sur le territoire. On est bien fiers de ça. En 40 ans, on a investi 33 millions dans le milieu. Donc, et ça a généré des retombées de plus de 233 millions. Fait qu'on est vraiment fiers des résultats qu'on a fait au cours de toutes ces années-là. Puis on a voulu aussi profiter du 40 ans pour offrir un legs au niveau du milieu. Ce legs-là, ben, c'est un projet qu'on appelle forêt nourricière. C'est-à-dire qu'on travaille avec la source alimentaire Bonavignon et le collectif alimentaire. Donc, les 2 organisations, nous, on s'est engagés pour pendant 5 ans de leur donner une contribution de 500 $ chacun pour qu'ils puissent acheter des arbres fruitiers. Et ça va demeurer sur le territoire pour que les gens du milieu puissent en profiter. Fait qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir faire ce lien-là avec les organismes locaux. Est-ce que vous pouvez me parler du colloque que vous allez avoir prochainement? Oui, le colloque en ressources humaines qui va être le 6 novembre prochain, qui est sur la thématique « Innover ou résister, comment adoucir le changement ». C'est-à-dire qu'on voulait vraiment aborder la thématique de l'intelligence artificielle, parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle maintenant, fait qu'on sait que c'est préoccupation pour tout le monde, de se dire, bon, nous, comment on peut intégrer et tout ça, mais aussi en ajoutant l'aspect humain, c'est-à-dire comment amener nos gens à bien intégrer l'intelligence artificielle, puis sans voir ça comme une menace, mais plus de participer au changement aussi au niveau des équipes de travail comme telles dans les organisations. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur la programmation? Toute la programmation est disponible sur notre site Internet au www.sadcbc.ca. Puis c'est aussi possible de s'inscrire dès maintenant en allant sur le site. L'inscription est en ligne. On a voulu aussi favoriser l'inscription pour justement les groupes. C'est-à-dire que le tarif favorise si on est plusieurs, donc c'est dégressif. Donc le coût est plus élevé si on est une personne. En ayant une deuxième personne, ben notre coût diminue au niveau de la personne jusqu'à 3 personnes. Fait qu'on espère que les gens vont se mettre en groupe et vont pouvoir participer au niveau des équipes de travail.
Dans le cadre de la programmation, ben on a l'intelligence artificielle fait partie des innovateurs, pas des récalcitrants. Et ça, c'est une présentation de Vauban, donc Hugo Lemieux-Fournier. Puis ensuite, ben il y a des choix d'ateliers pour les gens. Donc les gens peuvent choisir entre le courage de faire ce qu'il faut au niveau des organisations, qui est peut-être s'adresse un peu plus au niveau des gestionnaires. On a aussi propulsé la productivité et la créativité avec des méthodes de travail innovantes. Ça, c'est avec l'ERAC Gaspésie. Donc, on a voulu aussi avoir des gens qui présentent des conférences, mais qui sont locales, pour ensuite, si les entreprises veulent continuer avec eux au niveau de démarche, ça va être facilitant pour eux. Puis, on a Marie-Ève Maltais, qui est la communication interpersonnelle au travail, un levier vers l'engagement. Aussi, au niveau des communications, bon, on sait que c'est toujours une préoccupation pour toute organisation, de s'assurer de bien communiquer avec nos collègues. Aussi, de comment communiquer, quand communiquer, c'est quoi un peu la fréquence. Tu sais, avec le télétravail aussi, je pense que ça amène encore plus de difficultés des fois à bien communiquer parce qu'on n'est pas physiquement avec la personne, on est un peu plus à distance. Pour conférence de fin, Karen Larocque, que les gens connaissent quand même bien au niveau du territoire, avec Quand le corps sonne l'alarme. Et c'était pour aussi permettre aux gens, parce qu'on sait que des fois le changement, ça amène quand même beaucoup de stress au niveau des personnes. J'invite les gens à participer au colloque le 6 novembre prochain au Centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Donc, joignez-vous à nous, amenez aussi les gens de votre équipe. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis aussi, pour souligner les 40 ans de la SADC, à la fin, ben, il y aura un mocktail pour échanger avec les différentes personnes sur place. Donc, de la possibilité de réseauter tout le monde ensemble. La table de concertation féministe de la Gaspésie-les-Îles ont lancé une nouvelle série de balados sur la charge mentale des femmes. Écoutons Nastasia Valois-William, qui assure la coordination de la table de concertation, nous en dire davantage sur le sujet. Pourquoi la table de concertation des groupes de femmes ont changé de nom récemment? En fait, historiquement, on regrouperait des groupes qui étaient exclusivement composés de femmes puis de personnes qui s'identifiaient comme telles. Puis, dans les dernières années, on a eu beaucoup de réflexions sur qui compose le mouvement féministe, la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine. Puis, on s'est rendu compte que, il y avait des groupes, par exemple, qui sont mixtes, qui sont composés d'hommes et de femmes ou de personnes trans, par exemple, qui, de notre point de vue, faisaient partie de ce mouvement féministe-là. Fait qu'on a changé notre membership, qui pouvait devenir membre de la table, pour pouvoir inclure ces gens-là. Puis on souhaitait que notre nom reflète cette ouverture-là, puis ce désir d'être plus inclusive. Donc, plutôt que d'être la table de concertation des groupes de femmes, maintenant, on est la table de concertation féministe. Okay. Vous avez lancé récemment une série de balados? Oui, on lance aujourd'hui, en fait, une série de 3 épisodes de balados sur le thème de la charge mentale. Donc, le balado s'appelle « Décharger ». Il va y avoir 3 épisodes. Le premier, il parle des rôles socio-genrés. On donne la parole, dans le fond, à des mères qui étaient rassemblées à une activité du groupe Entraide Sympathique, qui est un groupe en allaitement, périnatalité. Et on a une discussion avec Marie-Pierre Robitaille, qui est une intervenante de famille à la Maison de la famille par enfant, pour parler de, c'est quoi la charge mentale, comment ça se manifeste, c'est quoi l'impact aussi de la charge mentale sur nos vies. Donc ça, c'est le premier épisode. Le deuxième, c'est une entrevue avec Laura Hébert, qui est coach parental pour des parents qui sont proches aidants aussi, donc qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers, sur la performance puis les médias sociaux. T'sais, on vit à une époque où il y a beaucoup de pression qui vient des médias sociaux sur comment on devrait être en mesure d'être une femme de carrière, d'avoir plusieurs enfants, de tous très bien les nourrir avec des aliments parfaitement de qualité, toujours bien habillés, très propres, tout en leur apprenant à lire à 2 ans. Fait que toute cette pression-là, en fait, qui vient de l'univers des médias sociaux, où souvent les gens choisissent qu'est-ce qui va être en ligne. On a vu récemment la montée du tout le mouvement des tradwives, le retour à la maternité traditionnelle, tout ça. Puis le 3e épisode, il touche le travail du care. Donc, on sait que historiquement, les femmes, leur rôle a beaucoup été de prendre soin
de prendre soin des enfants, de prendre soin de leurs conjoints, de prendre soin des relations, d'être les personnes aidantes, d'être les personnes qui, dans le réseau de la santé, dans le travail social, puis tu sais, même à certains égards, de prendre soin de l'environnement, tout ça. Donc, tu sais, c'est un rôle qui nous a beaucoup, qui a beaucoup reposé sur nos épaules, puis ça vient avec une charge. Puis c'est Elisa Arsenault-Poirier, qui est du programme Éclaireur-Veilleur, qui vient parler de son travail, de son expérience de mère aussi, de conciliation aussi, travail, famille, tout ça. Puis explore, dans le fond, des pistes individuelles et collectives pour changer les choses. Les 3 balados, est-ce qu'ils sont sous forme de témoignages ou... C'est vraiment des discussions. Il y a, tu sais, le premier épisode, il y a comme une discussion qui a été animée avec des femmes. Donc, l'idée, c'était vraiment de leur donner la parole, puis elles sont en groupe, puis elles discutent. Donc, c'est vraiment leurs échanges. Okay. Puis, il y a aussi une entrevue avec Marie-Pierre. Donc, ça, c'est plus une discussion, mais c'est surtout elle qui prend la parole. Puis, les 2 autres, c'est vraiment des entrevues individuelles. Fait que, mais tu sais, notre désir, ou le désir du Comité Santé des femmes qui est à l'origine de cette idée-là, c'était de donner la parole aux femmes, tu sais, parce que souvent, on va parler de la charge parentale, on va parler de la charge mentale, mais tu sais, sans nécessairement que les personnes aient l'occasion d'en parler, ou souvent, les personnes vont en parler, tu sais, au moment d'une confidence, tu sais, entre 2 amis, ou au sein de la famille, avec un ou une conjointe. C'est souvent des moments où est-ce qu'on peut se sentir seul, puis on peut se demander, ben c'est quoi que moi je fais, tu sais, qui est problématique, ou qui fait que je trouve ça si lourd, ou que qu'est-ce que je fais pas, alors que, tu sais, en le mettant en collectif, ben c'était aussi l'occasion de dire, hey, mais non, mais je suis pas toute seule à vivre ça. C'est vraiment un enjeu qui est plus large, puis qui concerne, dans le fond, la majorité des familles, ou la majorité des personnes qui vivent en collectivité, là. Donc, c'est de se rendre compte que c'est pas un enjeu qui est individuel, c'est pas parce que moi, je fais pas assez de méditation pour pouvoir me calmer puis réduire l'anxiété que je me sens pas bien, c'est parce que, ben, il y en a trop de charges sur mes épaules. Okay. Puis c'est où qu'on peut les visionner, ces balados-là? Ça va être... Ben, les personnes peuvent aller les chercher sur les médias sociaux, par exemple sur la page Facebook de La Table, ou sur notre site Internet, mais ils sont disponibles sur Apple Balado, sur Spotify, sur toutes les grandes plateformes, là. Donc, ils vont être disponibles... le premier épisode va être lancé aujourd'hui, le 8 octobre, mais le prochain, c'est le 15 octobre, et le suivant, le dernier, sera lancé le 22 octobre. Télévague a rencontré Stéphanie Desharnais, une intervenante en relation d'aide, qui a un beau projet d'accompagnement destiné aux adolescents. Pourriez-vous nous expliquer c'est quoi votre plateforme d'accompagnement que vous êtes en train de développer? Oui, bien en fait, le programme d'accompagnement que je suis en train de développer, c'est pour les jeunes. Donc, c'est un accompagnement en ligne pour les soutenir dans tous les défis qu'ils peuvent vivre au quotidien parce que l'adolescence, bien, c'est pas facile, surtout quand on arrive là-dedans puis on sait pas trop à quoi ça ressemble, puis il y a plein de changements qui se passent, puis les jeunes se comprennent pas trop. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de les amener à mieux se comprendre puis avoir des outils concrets pour faire face à tous ces enjeux-là qu'ils peuvent vivre au quotidien. Fait qu'il y a autant une plateforme, comme tu disais, d'accompagnement où est-ce qu'ils ont accès à des capsules vidéo qui viennent parler de ces phases-là de l'adolescence, et ils ont aussi un journal d'outils concrets, mais en plus, ils ont accès à moi pendant une certaine période de temps où est-ce que je les outille vraiment au quotidien. Donc, messagerie texte et vocale, parce que c'est ça qui marche avec les jeunes maintenant. Ils m'écrivent, ça va pas, ils vivent quelque chose de difficile, je les soutiens directement, je les réfère aux capsules et aux outils, puis je les réfère aussi à différentes ressources ou à d'autres professionnels là, quand il y a besoin. Moi, en fait, ça fait près de 15 ans que je travaille avec les adolescents, puis j'ai travaillé avec les ados dans différents contextes, autant dans des contextes là, plus encadrés, plus légaux, que dans des contextes plus de milieu de vie, là, très... vraiment plus informel, on va dire. Donc, j'ai rapidement pu créer des liens avec ces jeunes-là, peu importe le contexte. Puis, avec le temps, bien évidemment, on est confronté de plus en plus à la santé mentale chez les jeunes. On va en parler, la COVID est un facteur qui a amené beaucoup d'enjeux dans la santé mentale des jeunes. On voit un peu plus de détresse, ça c'est certain. Puis, il y a un besoin criant en lien avec des ressources d'aide. Puis, les délais sont longs et tout ça. Fait que c'est vraiment, l'objectif était de pouvoir les soutenir rapidement, puis d'avoir accès à une intervenante qui les connaît, avec qui ils développent un lien. Parce que, comme on disait, oui, il y en a des ressources d'aide, mais les jeunes que j'ai côtoyés dans ma pratique ne voulaient pas tant écrire ou appeler à ces ressources-là parce qu'ils n'ont pas de lien avec la personne. Les thèmes abordés dans votre plateforme, ça va être quoi?
En fait, je touche vraiment tous les enjeux que les jeunes peuvent vivre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre propre adolescence, mais tu sais, des fois, juste de pas comprendre pourquoi on a des rages, des pics, on fait comme, mon Dieu, je défoncerais des murs, ou encore, on se met à pleurer pour rien, on comprend pas ce qui se passe, puis là, les gens autour font comme, ben pourquoi tu pleures? Ben je le sais pas moi-même, tu sais. Fait qu'on se comprend pas, il y a énormément de changements physiques, physiologiques. Donc, je parle vraiment de tous ces changements-là au niveau du cerveau, au niveau du corps, pour que le jeune comprenne que des fois, tu as un manque de patience, tu sens que tu te contrôles pas, mais c'est pas parce que t'es fou, que tu as un problème, justement, c'est normal. Fait que je viens vraiment normaliser ces changements-là que l'adolescent peut vivre. Okay. On aborde tous les enjeux relationnels, autant avec les amis, avec les parents aussi. Donc, comment nommer à ses amis ou à ses parents ses perceptions, ses attentes, ses besoins pour avoir des relations qui sont moins conflictuelles aussi, là. Fait qu'on aborde tout ça, l'estime de soi, j'aborde toutes les notions un peu de stress et d'anxiété, bien évidemment, parce que ça fait partie de leur quotidien. La recherche du bonheur, la recherche de soi comme personne, comme individu. Je pense que l'adolescence, c'est tellement un point charnière où est-ce que la personne, l'humain, est en train de se construire son identité, qu'il a besoin de savoir que toutes ces options-là peuvent lui amener du stress, puis que c'est normal. Puis je veux venir vraiment apaiser, puis enlever cette pression-là, de dire, tout se joue là, oui, mais enlève-toi la pression parce que c'est correct de faire des erreurs puis c'est correct d'expérimenter. Moi, j'ai une approche où est-ce que les jeunes se sentent vraiment compris. Je vise vraiment là, que les jeunes puissent sentir qu'il y a un adulte qui comprend leur réalité puis que je comprends que c'est pas facile pour eux puis que je comprends que en ce moment, ils sont perdus puis qu'ils ont besoin d'un guide, de quelqu'un qui les ramène peut-être vers le chemin où est-ce qu'ils vont se sentir mieux puis plus confortables. Puis tu sais, j'enlève rien aux parents. Les parents, c'est les meilleures personnes parce qu'ils connaissent le mieux leurs enfants. Mais malheureusement, l'ado a l'impression que son parent ne le comprendra jamais puis qu'il n'est pas la bonne personne pour l'aider. Fait que c'est le fun des fois quand il y a une personne de neutre puis d'extérieur qui les juge pas. Comment vous avez fait pour financer ce projet-là? Bien là, je suis présentement en campagne de financement participatif avec la ruche. Donc, l'objectif est de venir démontrer que ça répond à un besoin aussi puis que la communauté embarque dans ce projet-là. Donc, avec le financement, où est-ce que les individus et les entreprises de la communauté peuvent contribuer financièrement, j'ai un objectif de 14 000 $ à atteindre. Et à partir du moment où j'atteins mon 14 000 $, il y a le Fonds 1001 qui vient doubler le montant et me donner un 14 000 $ supplémentaire. Donc, avec le 28 000, c'est ça qui me permet d'avoir une plateforme avec des capsules vidéo professionnelles, un graphisme d'outils, vraiment, tu sais, un projet très complet, très professionnel. Et en plus, surtout, de donner gratuitement l'accès à 25 jeunes. Fait qu'il y a 25 jeunes minimum qui auront accès gratuitement à un accompagnement de 3 mois avec moi. Si on veut contribuer pour vous aider, on fait ça sur la ruche? Oui, exactement. On va sur le site de laruchequebec.com. Puis tous les détails sont là. Sinon, sur tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, j'en parle aussi. Stéphanie D, intervenante. Il y a tous les liens. Je fais des publications tous les jours pour parler de la campagne. Avez-vous une date de sortie de cette plateforme-là pour les adolescents? Bien, comme la campagne se termine le 27 octobre, c'est sûr que le 28 octobre, je me mets là-dedans. Je contacte les écoles, j'essaie de faire la promotion, recruter les jeunes. Tu sais, on sait que le mois de novembre, c'est un mois souvent qui est difficile, qu'il y a de plus en plus de demandes de services, des idéations suicidaires chez les jeunes. Donc, il y a un grand besoin au mois de novembre. Fait que j'aimerais vraiment que mi-novembre, là, je puisse déjà commencer avec les jeunes. Peu importe où est-ce qu'on travaille, peu importe si on a des enfants ou pas, c'est sûr qu'on côtoie des adolescents. Puis si on ne côtoie pas d'adolescents, on va les côtoyer comme adultes plus tard. Fait que c'est important d'investir dans ces jeunes-là puis de soutenir leur santé mentale. Bien, merci. Merci. Vous avez un projet en tête et vous auriez besoin de financement? Alors, la Ruche peut sûrement vous aider avec leur plateforme de financement participatif. Marie-Pierre Mercier, la directrice de la Ruche Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, nous renseigne sur l'organisme sans but lucratif. Pouvez-vous m'expliquer la mission de la Ruche? En fait, la Ruche, c'est avant tout une plateforme web qui offre une vitrine aux entreprises, aux organismes à but non lucratif, mais aussi aux individus qui ont envie de faire naître des projets d'organisation pour lesquels ils sollicitent la contribution financière de la communauté via des campagnes là, sur la Ruche. Du financement participatif, c'est quoi ça au juste? Si je pouvais le résumer en une phrase,
c'est la communauté qui redonne à la communauté. Donc, c'est monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, qui investissons de l'argent dans les campagnes des entreprises en échange d'une contrepartie. Donc, les entreprises, elles, mettent en place différents items avec des valeurs identifiées à l'avance que nous, on choisit. Dans le cadre, par exemple, d'une boulangerie qui gère un projet de croissance, la boulangerie pourrait offrir des baguettes de pain en échange d'un montant X ou Y auquel les gens contribuent. La ruche, est-ce qu'elle est présente partout au Québec? On est vraiment chanceux. La ruche, oui. Je dois préciser que dans l'Est du Québec, les ruches sont quand même un peu plus âgées, entre guillemets. Mais oui, on est présent dans 17 régions au Québec. On est en train de développer aussi le nord du Québec là, pour servir les communautés là-bas. Donc oui, moi, je suis pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Avez-vous des partenaires majeurs? Tout à fait. Desjardins est un de nos partenaires majeurs et on a aussi le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada là, qui nous soutiennent année après année dans notre mission. Est-ce que les projets de financement peuvent être personnalisés aux besoins des clients? Tout à fait. En fait, la ruche qu'on propose aussi comme plateforme, c'est un accompagnement vraiment personnalisé pour chaque projet. Donc, on discute avec les porteurs et porteuses de projets de campagne pour choisir ensemble le montant de la campagne en fonction des besoins, bien entendu. Les contreparties aussi, tout est adaptable là, selon ce que l'entreprise a besoin et a envie de fournir aussi en échange. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple d'entreprise ou d'organisme de la Baie des Chaleurs qui a bénéficié des fonds de la ruche? Bien, on a eu quand même plusieurs campagnes. Dans la Baie des Chaleurs, il y a eu des campagnes d'achat local, entre autres, qui ont été déployées en collaboration avec la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs. Mais sinon, en ce moment, il y a la boulangerie Enedine à Saint-Alphonse-de-Caplan qui a une belle petite campagne là, pour financer ses activités, sa croissance. Donc, si vous voulez acheter des croissants ou réserver du temps de location de leurs installations pour contribuer à ce projet-là, c'en est un. Et on a aussi Stéphanie, qui est dans la Baie des Chaleurs, qui, elle, a un projet de créer une plateforme d'accompagnement en ligne pour les adolescents, pour la santé mentale. Donc, vraiment des projets porteurs auxquels la communauté peut participer pour que ça voie le jour. Bien, en fait, je peux surtout vous parler de ce qui s'est passé à la ruche en Gaspésie depuis sa création en 2020-2021. On parle d'un montant total de 1,7 million de dollars qui ont été générés en campagne de financement. Et de ce montant-là, il y a environ 700 000 qui sont un apport en ce qu'on appelle du financement additionnel. Ça, c'est des ententes vraiment exclusives que la ruche développe avec différents partenaires, dont les gouvernements et certains organismes là, de plus grande portée. Je vous donne un exemple. Là. On a le fonds 1001 pour la jeunesse, qui était le premier fonds que la ruche a lancé il y a plusieurs années. Et c'est un fonds qui est destiné à la clientèle des 15-29 ans. Okay. Donc, si une entreprise a un projet pour lequel elle cible cette clientèle-là, elle est admissible à avoir des sous supplémentaires, de l'argent de ce fonds-là. Donc, chaque dollar investi par la communauté donne $1 de ce fonds-là. Donc, l'objectif de campagne là, est doublé. Oui, vraiment. Mais on a aussi dans les financements additionnels différents fonds, dont un qui touche au tourisme, le fonds Horizon d'ici. J'en parle parce que la Gaspésie, on le sait, c'est une superbe destination touristique. Donc, si on a des entreprises touristiques qui nous écoutent en ce moment, ça peut être vraiment une belle opportunité. On a aussi le fonds Moins C+, qui, lui, vise les projets qui ont un objectif de réduction des déchets à la source, qui vont aussi toucher à l'économie circulaire. Je pense à des épiceries de vrac, par exemple. Ça pourrait être des beaux projets pour ce genre de fonds-là. On a aussi le fonds Accès Croissance, qui, lui, est pour les PME, en fait, de 500 employés et moins, qui ont des projets de croissance. Donc, on parle d'une entreprise qui est déjà établie, mais qui veut augmenter la portée de son entreprise. On a aussi une super mesure qui est la mesure Implication, qui, elle, a comme objectif de reconnaître et récompenser la participation bénévole. Donc, ici, on est plus dans les organismes à but non lucratif, souvent, qui ont besoin de l'apport des bénévoles pour leur fonctionnement et qui ont envie de reconnaître leur participation en organisant une activité de récompense ou de la formation. Donc, ça, c'est des fonds qui viennent bonifier là, les montants de campagne. J'invite la communauté de la Baie des Chaleurs à visiter le site web de la ruche pour voir les projets de campagne qui ont lieu dans la région. C'est une façon concrète de vraiment nourrir la collectivité puis de faire en sorte que nos régions restent vivantes et actives aussi. Ceci conclut notre émission d'Hebdo-4 du 13 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Télévague vous souhaite une bonne semaine à tous.